Emmanuel Macron dîne ce soir avec Giorgia Meloni, l'occasion d'améliorer les relations avec la chef du gouvernement italien et l'occasion pour nous de consacrer le magazine du 20h à l'Italie, un pays où cohabitent gens du Nord aisés et gens du Sud plus défavorisés. C'est un peu cliché, mais la fracture du pays est bien réelle. C'est le grand format de nos correspondantes Raphaël Chapira et Marion Huguet. Entre le Nord, riche, porté par une industrie puissante, et le Sud, agricole, plus pauvre, qui semble toujours à la traîne, l'Italie avance à 2 vitesses. Un pays, 2 trajectoires, 2 réalités. Automobile, luxe, banque et assurance. Depuis toujours, l'activité économique italienne se concentre dans les régions du Nord, parmi les plus riches en Europe. Au-delà des grands groupes qui ont fait la renommée du Made in Italy, l'un des secrets de cette réussite, c'est son tissu de PME familiale. Au pied des Alpes, dans la province de Coni, le chômage est quasi inexistant. Cette entreprise de BTP emploie 250 personnes et peine à recruter. Nous avons besoin d'un chauffeur pour travailler de nuit. Est-il possible de nous renvoyer la même personne que la semaine dernière ? Chaque jour, le chef de la logistique est pendu au téléphone, avec toujours la même préoccupation, trouver des travailleurs. Clairement, on a toujours du mal à trouver des bras suffisants pour assurer tous nos chantiers. Parfois, on doit en mettre un sur pause pour en commencer un deuxième. Comme dans de nombreuses entreprises italiennes, Giorgia fait de plus en plus appel à la main-d'œuvre étrangère. Elle représente plus de la moitié des effectifs, comme ce chauffeur poids lourd marocain, arrivé en Italie il y a 5 ans. Nous, on est disponibles, on est prêts au travail. C'est vrai qu'ici la vie est plus chère, mais la qualité de vie est meilleure, notamment pour les hôpitaux et les médecins. Sous la pression des patrons, Giorgia Meloni a accordé plus de permis de travail que n'importe quel dirigeant italien ces 15 dernières années. 450 000 titres de séjour en 3 ans. Des étrangers devenus tellement indispensables que Paolo Giuggia et son frère ont décidé de faciliter leur installation en Italie. Chaque appartement a au moins 2 chambres et une salle de bain. Dans le village attenant à leurs locaux, les patrons rénovent cette bâtisse pour y héberger jusqu'à 25 travailleurs gratuitement. Loin des discours pro ou anti-migrants, eux ne parlent pas politique, mais bien de business. Nous ne faisons pas de différence si un ouvrier d'une nationalité plutôt que d'une autre, d'une couleur ou d'une autre. L'important, c'est que ce soit des personnes qui ont envie de travailler. Alors que le Nord manque de main-d'œuvre, le Sud, lui, manque d'emploi. Dans les régions locomotives, le taux de chômage n'est que de 4,1% en moyenne, contre 12,1% dans le Sud. Même déséquilibre pour ce qui concerne la répartition des richesses. Les activités du Nord représentent 56% du PIB, contre 22% dans le Sud. Dans les rues de Milan, les habitants du Nord ne cachent pas leur agacement. Depuis toujours, ils ont l'impression de financer leurs compatriotes du Sud. Il y a eu tellement d'argent jeté par les fenêtres, des milliards et des milliards d'investissements réalisés pour le Sud depuis les années 50 pour des résultats modestes. C'est surtout qu'au Sud, les choses ne sont pas respectées comme au Nord. Et il y a du détournement de fonds, les gens ne respectent pas l'état de droit. Le Sud, c'est seulement pour les vacances. Et c'est vrai que dans le Sud, le tourisme est florissant et toujours en hausse. Mais derrière les images de cartes postales se cache un manque d'infrastructures et une précarité rampante. À Naples, nombreux sont les jeunes qui veulent partir dans le Nord, comme Alice, 23 ans. Tu vois, j'ai vraiment envie de vivre dans un endroit qui fonctionne. Pour cette étudiante en design, aucun avenir ici. Depuis 4 ans, elle enchaîne les petits boulots jamais déclarés, une situation que tous ses amis ont connue. En moyenne, je gagne 50 € par soirée pour travailler de 14h à 2h, voire 4h du matin. 50 divisé par 12, ça fait à peine quelques euros de l'heure. Le travail au noir, l'économie souterraine expliquent en partie le retard du Sud, où les salaires sont en moyenne 20% plus bas que dans le Nord. Et lorsque Giorgia Meloni a supprimé le revenu de solidarité il y a 2 ans,
L'impact s'est tout de suite fait sentir dans cette paroisse de Naples, où désormais les bénévoles servent 2 fois plus de repas qu'avant la pandémie de Covid. Chaque mois, Gianluigi Russo prépare des colis alimentaires pour les familles bénéficiaires, toujours plus nombreuses. Beaucoup de gens se sont retrouvés sans rien, sans aucun moyen de subsistance. Ils espéraient que d'autres solutions soient trouvées, mais ça n'est pas arrivé. Depuis qu'il a perdu son travail de comptable il y a quelques mois, Yana Ichiro s'approvisionne ici. Il ne touche pas de chômage. Sa femme couturière ne travaille que quelques heures par mois. Difficile de s'en sortir avec 1 200 € à 4. Cette aide alimentaire nous permet de garder de l'argent de côté. Avec ce qui nous reste, on peut payer le loyer, l'électricité et l'eau. Ici à Naples, on se débrouille comme on peut, sans compter sur l'État. On essaie d'avancer dignement. L'Italie du Sud et du Nord, 2 réalités et des inégalités qui semblent toujours plus difficiles à surmonter. Le gouvernement prévoit d'ailleurs de renforcer l'autonomie des régions. Sans la solidarité du Nord, le Sud craint de payer le prix fort. L'Italie a une histoire qui passe par le fascisme, par le Duce, Mussolini pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, des organisations néofascistes continuent de pratiquer le salut nazi lors de rassemblements plus ou moins discrets. Chaque 7 janvier, par exemple, ils se retrouvent à Rome pour rendre hommage à 3 militants d'extrême droite assassinés en 1978. Reportage de Raphaël Chapira et Marion Huguet. Le défilé est fait pour impressionner. Rangés comme en ordre de bataille, la mine grave, ce soir-là, ces centaines de militants néofascistes sont venus se recueillir là où leurs frères d'armes ont été assassinés en janvier 1978 pendant les années de plomb en Italie. Dépôt de gerbes, salut par l'avant-bras, typique des pratiques néofascistes, avec des ordres clairs, ne pas se montrer devant les caméras. Évitez de vous faire filmer par eux. Retournez-vous. Car dans quelques minutes, le cœur de la commémoration les expose à des poursuites pénales. Ce soir-là, ils seront 1300 à effectuer le salut fasciste en plein cœur de Rome, à peu près autant que l'an dernier. Depuis 1978, le local de la Via Acca Larentia, devant lequel les militants ont été tués, est devenu un haut lieu de mémoire pour l'extrême droite italienne. Les officiels s'y recueillent le matin. Ici, Giorgia Meloni, alors ministre de la Jeunesse en 2008. Mais chaque 7 janvier au soir, la cérémonie organisée par les plus radicaux est le théâtre de dérapages. Longtemps occupée illégalement, cette esplanade et ce local ont été rachetés il y a 1 an et demi par l'association néofasciste qui y squattait, grâce à l'aide d'un généreux donateur. Dans l'acte de vente, daté du 6 juillet 2023, que nous avons pu consulter, on peut lire que l'association Acca Larentia a fait une offre de 68 500 €, dont 30 000 ont été directement apportés par une fondation, Alliance Nationale, dont le siège est situé au 39 Via della Scrofa à Rome, exactement l'adresse du parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Une fondation dirigée par ses plus proches lieutenants, parmi lesquels Ariana Meloni, sa sœur, et Fabio Rampelli, son bras droit, et actuel vice-président de la Chambre des députés. La preuve, selon le journaliste qui a révélé l'information, que Giorgia Meloni et sa famille politique sont toujours liés à ces milieux extrémistes. Il y a une posture de façade, une posture atlantiste, européiste. Alors en réalité, Giorgia Meloni et Fratelli d'Italia peuvent donc dire qu'ils ont rompu avec l'extrémisme, avec la nostalgie du fascisme. Mais en fait, ils permettent à l'association de gérer ce siège. Interrogée sur le sujet lors d'une conférence de presse au lendemain de la manifestation, Giorgia Meloni n'a pas semblé y voir de problème. Écoutez, moi je ne m'occupe pas de ça, et ces informations ne m'ont pas été transmises. Mais si vous me le demandez, je suis contente que ce ne soit pas devenu un fast-food, ça oui. Surtout pour un lieu comme ça, historique et délicat. À aucun moment, la présidente du Conseil n'a condamné les saluts fascistes effectués par ses militants.
Une ambiguïté qui caractérise aussi la législation italienne autour de ce geste. Chaque année, des dizaines de militants sont poursuivis pour apologie du fascisme. Pour autant, après 46 ans, cette cérémonie est toujours autorisée. L'Italie est aussi le pays de la mafia ou des mafias plus ou moins actives. Dans la région de Naples, entre autres activités, la Camorra, c'est son nom, a mis en place un trafic de déchets. Elle se fait payer pour les prendre en charge hors des circuits légaux et s'en débarrasse dans la nature qu'elle transforme en décharge. Raphaël Chapira, Mario Huguet et Silvia Caracciolo. Dans la banlieue de Naples, pour ses habitants, c'est quasiment devenu un travail à plein temps. Excédés par les déchets qui s'accumulent partout autour de leur commune, ils se sont munis de drones pour les cartographier. On dirait des déchets urbains. Il y a aussi des déchets spéciaux sur la gauche. On dirait de l'amiante. Depuis près de 10 ans, Michele Panella et ses voisins mesurent ainsi l'évolution des décharges sauvages pour les signaler auprès des autorités. Des tas de déchets toxiques parfois, qui s'accumulent à quelques mètres de quartiers d'habitation. On fait tout ça parce que nous avons des enfants qui grandissent ici. On essaye d'œuvrer pour leur offrir quelque chose de mieux. Pour nous, ça n'a pas été le cas. Ici, on meurt. Quand je dis qu'on meurt, c'est qu'on ne peut plus se promener, manger et rire. C'est devenu compliqué de vivre ici. Malgré les dizaines de plaintes qu'ils ont déposées, rien ne change, si ce n'est les représailles. On a été poursuivis. Ils ont tiré sur nos voitures, les ont incendiées, ils ont tué nos chiens. Nous sommes en guerre. Une vraie guerre. Une guerre contre la mafia napolitaine, la Camorra, qui depuis 40 ans déverse ses déchets pour les brûler, polluant l'environnement de près de 3 millions de riverains de ce secteur, surnommé la Terre des Feux. Eh les gars, regardez ce qu'on respire. De l'air parfaitement pur. Ça se passe ici, à Giuliano, en Campanie. Une zone de 400 km² située au nord de Naples, qui touche une trentaine de communes. Ici, les décharges sont partout, dans les champs, mais aussi sous les ponts et les routes, empêchant même parfois le passage des véhicules. Malgré les enquêtes et les arrestations, en Italie, ces infractions liées au trafic de déchets sont toujours en augmentation, plus 66% l'an dernier. Il faut dire que le business est ultra rentable. La mafia collecte les déchets auprès des entreprises qui la payent pour les traiter. Sur le marché légal, ça leur coûterait environ 250 € par tonne. Avec la mafia, le prix tombe à 50 €. De leur côté, les organisations criminelles empochent l'argent sans assurer le service et déversent les ordures en pleine nature. Un trafic gagnant-gagnant qui fonctionne si bien que les mafias ont étendu leurs activités à tout le sud de l'Italie. Dans les Pouilles, près de Bari, ces gendarmes spécialisés dans les crimes environnementaux viennent de démanteler une filière de trafic de déchets. Dans cette carrière, les organisations criminelles ont abandonné 800 tonnes d'ordures issus de garages automobiles, d'entreprises de pêche ou de chantiers de construction. Regarde, il y a un nom de société. Oui, qui fait de la manutention d'extincteurs. Ok, je note. À partir de noms d'entreprises ou d'adresses trouvées dans ces déchets, les enquêteurs ont remonté toute la filière. Après plus de 3 ans d'enquête, d'écoute, et en surveillant la décharge la nuit pour identifier les véhicules et accumuler les preuves, ils ont arrêté une dizaine de personnes. Bénéfice estimé pour la mafia, 1 200 000 €. Maintenant, il va falloir dépolluer. Nous nous trouvons sur un terrain nu, il n'y a aucun abri, aucun revêtement. Au moment où l'on procédera à l'assainissement des déchets, les coûts seront énormes. Rien que pour cette décharge, on parle d'un prix qui dépasse largement les 700 000 – 800 000 €. Un trafic qui coûte cher aux collectivités et qui empoisonne les habitants. Dans la région de Naples, au cœur de la Terre des Feux, une zone située autour de ces 3 communes a été baptisée il y a 20 ans le Triangle de la Mort par la revue scientifique Lancet. Un surnom attribué en raison du nombre de personnes qui y meurent de cancer et de maladies rares, entre 16 et 21% de plus que la moyenne régionale. Vincenzo Tosti a toujours vécu dans le secteur. Depuis 10 ans, il est atteint d'un lymphome non-hodgkinien.
Il y a 4 ans, les autorités sanitaires et la justice ont établi un lien direct entre sa maladie et la pollution liée au trafic de déchets. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez son médecin traitant. Il va servir de cobaye pour une nouvelle étude sur les habitants de la région. On va chercher des PCB, dioxines, des métaux lourds, principalement liés à cette pollution et aux pathologies qu'elle engendre. Il avait déjà participé à la toute première étude menée dans la région en 2004. Lorsque je suis allé chercher mes premiers résultats, le médecin qui me les a donnés m'a dit « Dites-moi, dans quelle industrie chimique travaillez-vous » Et je réponds « Je vis dans les terres de feu ». Il m'a donné mes analyses et m'a dit « Je comprends mieux ». Cette fois-ci, en détaillant les quantités de substances toxiques dans le sang de Vincenzo Tosti, les médecins espèrent mieux adapter les traitements des malades. Car dans la région, leur nombre continue d'augmenter. À l'échelle de mon cabinet, au cours des 2 derniers mois, nous avons par exemple trouvé une tumeur chez un jeune homme, un œsophage déjà métastasé. Et c'est là la nouveauté de ce phénomène. Même chez les jeunes qui ont un mode de vie irréprochable, nous trouvons ces maladies. Malgré sa maladie, Vincenzo n'a jamais envisagé de quitter sa région natale. 10 ans après avoir saisi la Cour européenne des droits de l'homme aux côtés de 66 autres habitants, la justice leur a enfin donné raison, condamnant l'Italie pour son inaction dans le déversement des déchets. L'Italie a connu récemment une grave crise de la dette, mais elle a remonté la pente. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Est-ce qu'aujourd'hui les Italiens sont plus riches que nous? Alors en tout cas, ils nous ont rattrapés. Si on compare la richesse produite par habitant, le niveau de vie, l'Italien était en moyenne 10% moins riche que le Français, donc il y a 5 ans. Aujourd'hui, il fait jeu égal. Plus de croissance de l'autre côté des Alpes, portée par les exportations et par le plan de relance européen post-Covid. Dans le match France-Italie, donc, 1 point pour l'Italie. Côté emploi, notre taux de chômage est de 7,1% de la population active, c'est seulement 5,9% en Italie. Ça fait 2-0 pour l'Italie. Et alors, est-ce qu'ils sont meilleurs que nous pour lutter contre le déficit et la dette? Alors, pour le déficit, ils font mieux que nous. Côté français, 5,8% du PIB l'an dernier. L'Italie, elle, a taillé dans les dépenses. Le déficit a été réduit à 3,4%. Score 3-0. Le match est-il plié? Non. Regardez la dette publique. Certes, en France, elle continue d'augmenter, 113% du PIB. Mais côté italien, c'est encore pire, 135%. Là, c'est la France qui marque un point. Alors, pour finir, la productivité, c'est la quantité de richesse produite par heure de travail. Depuis 20 ans, elle progresse en France et dépasse aujourd'hui de 20% celle de l'Italie. Donc, score final 3-2, l'Italie l'emporte, mais de justesse. Merci Jean-Paul. L'Italie a une belle industrie, mais elle a aussi un fabuleux patrimoine culturel qui attire chaque année des millions de touristes. Nous partons en Toscane, aux collines baignées de lumière, aux villages authentiques et à la gastronomie mondialement reconnue. Juliette Poissonnier, Florence Crimon et Silvia Caracciolo sont nos guides. Il y règne un parfum de lenteur. La Toscane, ses collines dorées, ses rangées de cyprès. Et cette beauté ancienne, doucement conservée. L'Italie rêvée pour ses touristes chinois. L'air est très frais. L'odeur des fleurs, c'est tellement agréable. C'est un conte de fées. Je n'arrive même pas à réaliser à quel point c'est beau. Et dans le Val d'Orcia, sur les hauteurs, un village capte la lumière, Pienza, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Êtes-vous prêt pour un voyage dans le temps? Ce village a été entièrement reconstruit au XVe siècle par un pape. Celle qui mène la visite a grandi ici à Pienza, une guide locale pour ces touristes britanniques. Vous sentez l'odeur du pecorino? Il y a plein de boutiques qui vendent notre fromage local. Et nous savons que le pape Pie II adorait le pecorino de Pienza. Maintenant, nous allons entrer dans un rêve. Bienvenue dans la cité idéale de la Renaissance.
Pienza est l'une des premières villes à avoir été construite selon la formule du nombre d'or. Des proportions jugées idéales en architecture. C'est ici que cette formule a été appliquée pour la toute première fois. C'est vraiment bouleversant. Tous les sens sont en éveil, c'est très beau. Imaginez-vous habiter dans un tel endroit. Vous allez déménager en Toscane. Ah, j'adorerais, mais on a des petits-enfants. En Toscane, il y a à voir et à boire. Dans la campagne autour de Pienza, on produit le très réputé vin rouge Montepulciano. Allons-y, direction la dégustation. Luca de Ferrari a repris ce domaine familial créé dans les années 60. Et voici une partie de notre cave, là où notre vin vieillit. Ce jour-là, il veut convaincre ces 4 touristes américains que le vin toscan n'a rien à envier aux Californiens. Ces vins ont entre 30 et 40 ans d'âge. Bonne dégustation. J'aime bien celui-là. Les vins de notre région sont si bons qu'ils ont longtemps été réservés aux papes, aux nobles. Le Montepulciano, c'est une appellation historique très réputée. Quand je pense qu'il m'avait laissé le choix entre la côte et la Toscane, je lui ai dit allons en Toscane. Il y a de beaux paysages, du vin, pourquoi pas? Surtout du vin. Évidemment. Le goût de l'Italie. Dans l'assiette aussi. À Pienza, ce chef prépare un plat local de ravioli. Dans la pâte, il y a de la blette. C'est un légume très cultivé ici en Toscane. Une farce à base de ricotta, de fromage de brebis, un peu de noix et de muscade. Je vais faire cuire le tout dans une émulsion de tomates cerises. Et voilà le rouge des tomates, le vert de la blette, le blanc de la puntarelle, les couleurs de l'Italie. Ce sont justement 2 Italiens venus du nord du pays qui nous livrent leur verdict. Ça, c'est un plat qui vaut la peine de visiter la Toscane. C'est super romantique, dans un beau restaurant, avec cette vue incroyable. C'est fantastique, c'est le top. La Toscane, cette région où le temps s'étire, attire plus de 15 millions de visiteurs chaque année.